Le lampadaire vacillait au-dessus de sa tête, tandis que la ville exhalait son silence nocturne. Un chien, maigre, tremblant, sortit en titubant de derrière une benne à ordures, ses côtes dessinant des lignes vives sous un pelage brun et clairsemé. Il s'arrêta juste assez longtemps pour que ses pattes avant cèdent. La chute ne fit aucun bruit. Ses yeux, mi-clos, se fixèrent sur l'entrée de la ruelle, comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un, mais personne ne vint, pas encore. Marseille ne dort jamais vraiment. La ville bourdonne, les tramways crissent, les néons clignotent, et les pas fatigués résonnent entre les murs de briques. Il était presque minuit, lorsque Léa Martin sortit de la tour de bureau qu'elle nettoyait chaque nuit, le dos endolori et les chaussures trempées d'avoir lavé 2 fois le 12e étage. L'air était lourd de chaleur, pourtant quelque chose de froid bougeait en elle. Elle avait emprunté cette ruelle des centaines de fois, les yeux baissés, l'esprit engourdi. Mais cette nuit-là, elle s'arrêta, une forme recroquevillée près du trottoir. Un chien, respirant à peine, la peau sur les os, le museau poussiéreux de sang. Et pour la première fois depuis des années, quelque chose s'agita dans la poitrine de Léa. Une douleur familière. Elle fit un pas en avant, puis hésita. C'est l'histoire d'âmes épuisées qui se trouvent, d'une douleur qui reconnaît la douleur, et de la façon dont, parfois, l'instinct sait ce que l'amour a oublié. Mais cette nuit-là, il y avait encore quelque chose qui attendait dans le noir. Léa Martin n'était pas le genre de femme que les gens remarquaient. Pas à l'arrêt de bus, pas dans les étages de bureaux qu'elle nettoyait, et certainement pas dans la vieille bâtisse où elle louait une chambre de bonne de la taille d'un placard. Elle menait une vie discrète, se levant avant l'aube, cumulant 2 emplois, envoyant la moitié de sa paie à sa fille qui étudiait à l'université dans une autre région. Elle ne se plaignait pas à voix haute. Ses mains étaient toujours rouges à cause de l'eau de Javel. Ses genoux lui faisaient mal après des années de récurage. Avant, elle fredonnait en travaillant. Cela s'est arrêté après que Ben, son chien d'enfance, a été heurté par une voiture quand elle avait 11 ans. Sa mère ne pouvait pas se permettre un vétérinaire. Elle ne pouvait même pas se permettre de l'enterrer. Elle se souvenait de l'avoir enveloppé dans un vieux rideau et de l'avoir déposé dans les bois derrière la cité HLM. Elle n'a jamais parlé de ce jour. Mais parfois, la scène se rejouait dans sa tête quand elle ne trouvait pas le sommeil. La nuit où tout a changé, Léa venait de pointer. Elle serra sa veste autour de son uniforme et prit le raccourci par la ruelle pour se rendre à l'arrêt de bus. Ses pensées tourbillonnaient, les factures, son ventilateur cassé, les remarques désobligeantes de son patron. Puis, un mouvement, un bruit sourd, comme un petit corps qui renonce à se tenir debout. Elle a regardé, elle l'a vu. Un chien, juste la peau et les os, effondré sous la lueur jaune d'un lampadaire cassé. Elle se figea. Un pas en avant, puis 2. Elle s'accroupit, en faisant attention de ne pas l'effrayer. Ses yeux s'ouvrirent, à peine, et se fixèrent sur les siens. Ils n'imploraient pas, ils ne paniquaient pas. Ils étaient simplement là, pleins de résignation, le même genre de fatigue qu'elle portait dans ses propres os. « Hé, toi !» murmura-t-elle, tendant lentement la main. Il ne tressaillit pas. Il cligna juste des yeux. Elle regarda autour d'elle. Des voitures passaient. Un couple riait de l'autre côté de la rue. Personne d'autre ne le remarqua. Léa fouilla dans son sac en toile et en sortit le sandwich qu'elle n'avait pas mangé pendant sa pause. Elle le déballa, arracha le pain et posa un morceau près de son museau. Il renifla, ne bougea pas. Puis vint un son sec et rauque, sa tentative de respirer. C'en était assez. Quelque chose se brisa en elle. Elle baissa les yeux sur lui. « Je ne peux pas te laisser ici », dit-elle à voix haute, plus pour elle-même que pour lui. Et à cet instant, elle sut qu'elle ne le ferait pas. Léa ne réfléchit pas. Elle agit, tout simplement. Elle enleva sa veste de travail, la plia en 2 et la glissa doucement sous le corps du chien. Il ne résista pas. Il ne le pouvait pas. Sa respiration était superficielle, ses pattes molles, sa tête roulant légèrement alors qu'elle le soulevait dans ses bras. Il ne pesait presque rien. La clinique vétérinaire la plus proche
était à 12 pâtés de maison. Les bus ne circulèrent plus pour la nuit. Alors, elle marcha. Chaque pas était une dispute avec ses genoux, chaque pâté de maison une nouvelle vague de doute. Et si on la renvoyait? Et s'il mourait dans ses bras? Et si elle échouait à nouveau? Elle lui murmura « Ça va aller. Tu n'es plus seule maintenant. » Quand elle poussa la porte vitrée de la clinique, la sueur trempait son dos. Une réceptionniste leva à peine les yeux. « Vous avez rendez-vous » Léa cligna des yeux. « Il est en train de mourir, s'il vous plaît. » Le sourire de la femme était poli, froid. « Nous ne prenons pas d'urgence sans acompte après 22 heures. » La voix de Léa se brisa. « Je n'ai rien sur moi, juste aidez-le, s'il vous plaît. » La femme se renversa sur sa chaise. « Je suis désolé. C'est le règlement. » Derrière eux, une porte s'ouvrit. Un homme en blouse sortit au milieu d'un appel téléphonique. Il vit le paquet dans les bras de Léa. La façon dont ses mains tremblaient, le corps inerte du chien. « Attendez, dit-il en raccrochant, amenez-le. » Elle le suivit sans un mot dans un couloir jusqu'à une petite salle d'examen. « Je suis le docteur Bernard, » dit-il, en plaçant le chien sur la table avec un soin expert. « Depuis combien de temps est-il comme ça? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé comme ça, il y a peut-être une demi-heure. » Le vétérinaire ne répondit pas. Il examinait déjà le chien, vérifiant les gencives, la température, le rythme cardiaque. Déshydratation sévère, hémorragie interne possible, dénutrition, il est en train de lâcher. Il appela pour des fluides, de l'oxygène, des antibiotiques. Une assistante se précipita. La pièce se mit à tournoyer d'activité. Et puis, le corps du chien sursauta. Ses pattes se contractèrent violemment. Une crise de convulsion. Léa se couvrit la bouche. C'était brutal. Le genre de chose qui vous donne envie de détourner le regard, mais elle ne le fit pas. Le docteur Bernard le maintint immobile. Il souffre depuis longtemps. La crise cessa aussi vite qu'elle était venue. Le chien gisait à nouveau immobile, ses flancs se soulevant. « Est-ce qu'il est parti ?» murmura Léa. « Non, » répondit le vétérinaire. « Mais son temps est compté. » Léa s'avança, posa doucement sa main sur la tête du chien. Son oreille frémit sous ses doigts. « Peu importe le prix, » dit-elle doucement. « Ne le laissez pas mourir seul. » Le chien passa sa première nuit en soins intensifs, branché à des fils. Des tubes dans son nez et ses pattes avant. Des machines clignotant doucement à côté de lui, comme une respiration artificielle. Léa ne rentra pas chez elle. Elle dormit sur une banquette en vinyle craquelée dans la salle d'attente, les bras croisés, la tête contre le mur. Elle n'avait pas appelé pour se déclarer malade. Elle n'avait même pas de téléphone. Le docteur Bernard vint la voir vers 4 heures du matin. « Vous devriez aller vous reposer, » dit-il en lui tendant une tasse de café soluble. « Je me reposerai quand il le fera, » répondit-elle. Le lendemain matin, il lui donna des nouvelles qu'elle ne savait pas comment encaisser. Il est stabilisé, mais de justesse. Il est toujours dans un état critique et il y a d'anciennes blessures. Des cicatrices, des fractures guéries. Quelqu'un l'a maltraité sur la durée. Léa ne demanda pas comment quelqu'un pouvait faire ça. Elle le savait déjà. Elle le voyait tous les jours dans les yeux des gens. La façon dont ils enjambent la douleur comme si c'était un déchet sur le trottoir. Le deuxième jour, le chien n'avait pas bougé. Pas même un tressaillement. Son nom n'avait pas été prononcé. Il n'en avait pas. « A-t-il déjà besoin d'un nom ?» demanda doucement l'infirmière en nettoyant la fourrure autour de sa perfusion. Léa hésita. « Non, pas avant qu'il se réveille. Quand il se battra à nouveau, il me le dira. » Mais le 3e jour, il ne l'avait toujours pas fait. Sa respiration redevint erratique. Une fièvre s'installa. Cette nuit-là, son cœur s'arrêta. Une alarme hurla. Léa était dans le couloir, mangeant des chips d'un distributeur. Elle laissa tomber le paquet et courut. À travers la vitre, elle les vit, le docteur Bernard et son équipe, s'affairant sur le petit corps. Compression thoracique, oxygène, injection, encore, et encore, et encore. Léa resta figée, ses genoux se bloquèrent, son souffle court, puis un bip, doux, puis régulier. Un battement de cœur. Elle ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas. Elle pressa simplement sa main contre la vitre et murmura « C'est ça, reste avec moi. » Plus tard, cette nuit-là,
Le docteur Bernard s'assit à côté d'elle en silence. « Vous n'étiez pas obligé de rester, dit-il. »« Vous non plus, répondit-elle. Il hocha lentement la tête. « J'ai vu des chiens dans un état pire, mais pas beaucoup. Il n'a aucune raison de faire confiance à qui que ce soit. Et pourtant, il vous laisse le toucher. » Léa ne parla pas. Elle regardait le lent va-et-vient de sa poitrine à travers la vitre. Chaque souffle, une victoire fragile. La clinique la laissa se doucher dans les toilettes du personnel. Elle emprunta une blouse à une infirmière. Pourtant, elle ne partit pas. Les autres le remarquèrent. Un technicien vétérinaire lui apporta du thé. Un autre posa une couverture sur ses épaules, alors qu'elle s'endormait assise. Personne ne lui dit plus de partir. La 4e nuit, un orage frappa la ville, une pluie si forte qu'elle couvrait le son des moniteurs. Le courant vacilla, une fois, 2 fois, puis le silence. Les machines s'éteignirent. Un instant passa, puis les générateurs de secours prirent le relais. Les lumières bourdonnèrent, les écrans s'allumèrent, mais pendant quelques secondes, la pièce était devenue silencieuse, trop silencieuse. Léa se leva, le cœur battant. Elle entra dans la salle de soins intensifs. Le chien respirait encore, mais à peine. Son flanc se soulevait très légèrement, puis s'arrêtait, puis se soulevait à nouveau. Dehors, le tonnerre gronda. À l'intérieur, le docteur Bernard entra derrière elle. « On va le faire passer la nuit », dit-il doucement. Léa hocha la tête, les yeux ne quittant jamais le petit corps enveloppé de fils et de rubans adhésifs. « Il n'a même pas de nom », murmura-t-elle. « Alors donnez-lui en un », dit le vétérinaire. « Les noms sont importants. » Elle réfléchit un instant, puis sourit, à peine. « Max, dit-elle, court, fort, comme il le deviendra. » Le docteur Bernard sourit. « Max, alors !» Léa s'approcha, plaça doucement sa main sur la poitrine de Max, sentant le battement de la vie en dessous. « Mais s'il arrête de respirer à nouveau, murmura-t-elle, je ne partirai pas. Je le tiendrai jusqu'à la fin. » Et cette nuit-là, le silence semblait différent. Pas lourd, pas final, mais comme un souffle retenu, en attente. Avez-vous déjà été témoin de quelque chose de si instinctif que cela semblait presque humain, comme un animal choisissant la confiance plutôt que la peur, vous choisissant alors qu'il avait toutes les raisons de ne pas le faire? Dites-le-moi dans les commentaires. Parfois, votre histoire, même en quelques mots, peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment. Nous ne faisons pas que regarder cela. Nous le ressentons ensemble. C'est arrivé juste après le lever du soleil. Léa s'était assoupie dans un coin des soins intensifs, les genoux contre sa poitrine, une tasse de café en carton refroidissant dans sa main. Un son doux la tira de son sommeil. Pas un bip, pas des pas, quelque chose de plus petit. Quand elle ouvrit les yeux, Max la regardait. Pas au-delà d'elle, pas à travers elle, droit vers elle. Sa tête était à peine soulevée de la serviette, juste 1 centimètre. Mais c'était suffisant. Ses yeux, bien que injectés de sang et creusés, contenaient maintenant quelque chose de différent. Pas de la douleur, pas de l'abandon, de la reconnaissance. Léa se leva lentement, le cœur battant la chamade. Elle s'approcha du lit, s'accroupit et retint son souffle. Max ne recula pas. Au lieu de cela, il bougea, juste son nez, vers sa main posée sur le bord de la couverture. Et puis, il la lécha. Une fois. Un geste sec et tremblant qui fit couler des larmes sur son visage, avant même qu'elle ne s'en rende compte. Derrière elle, le docteur Bernard apparut dans l'embrasure de la porte, un dossier à la main. Il s'arrêta. « Vous avez vu ça ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête, souriant comme quelqu'un qui assiste à un miracle en temps réel. « Il vous reconnaît, » dit doucement le vétérinaire. « D'une manière ou d'une autre, il sait qu'il est à vous. » Max reposa sa tête, épuisé, mais ses yeux restèrent ouverts, regardant Léa, et quelque chose d'indicible passa entre eux. Pas de la gratitude, pas de la dépendance, quelque chose de plus ancien que le langage, plus ancien que la peur. Elle tendit la main et posa doucement sa paume contre le côté de son visage. « Tu es revenu, » murmura-t-elle. « Je savais que tu le ferais. » Personne d'autre dans cette pièce ne comprit pourquoi Max avait bougé ce matin-là. Pourquoi, après des jours de silence, d'immobilité et de souffrance,
Il avait choisi ce moment, cette personne. Mais Max le savait, et cela suffisait. Les nouvelles voyagent vite quand les cœurs sont impliqués. L'une des techniciennes vétérinaires, émue par l'histoire de Max, publia une courte vidéo de Léa le nourrissant à la cuillère. En moins d'une journée, elle devint virale. Les commentaires affluèrent. « Ah, qui est cette femme? Comment va-t-il maintenant? S'il vous plaît, tenez-nous au courant. Je pleure au travail. » Les dons suivirent. Des gens envoyèrent de la nourriture pour chiens, des couvertures, des fournitures médicales. Une femme tricota un collier avec une plaque nominative qui disait « Max en fil bleu vif ». Le personnel de la clinique se relaya pour lui lire les messages à haute voix. Max commença à guérir plus vite que quiconque ne l'avait prévu. À la fin de la semaine, il pouvait se tenir debout quelques secondes. Le 10e jour, il marcha, chancelant, lent mais fier, dans le couloir de la clinique. Chaque pas était suivi par les applaudissements discrets du personnel caché derrière les comptoirs, faisant semblant de ne pas pleurer. Léa ne le quitta pas d'une semelle, pas une seule fois. Elle commença à apporter des livres pour lui lire à voix haute la nuit, des histoires de seconde chance, de loyauté et de force tranquille. Les yeux de Max ne quittaient jamais sa voix. « Je pense qu'il est temps, » dit un matin le docteur Bernard, « qu'il rentre à la maison. » Léa leva les yeux. À la maison, elle hocha lentement la tête. L'idée était inconnue, mais juste. De retour à la pension, la réalité l'attendait comme une gifle. Madame Garnier se tenait en haut de l'escalier, les bras croisés, les lèvres pincées, comme si elle avait senti une odeur nauséabonde. « Vous n'allez pas faire entrer ce chien dans ma propriété. » Léa ne broncha pas. « Il se remet, il ne posera aucun problème. Pas d'animaux, c'est pas d'animaux. Je me fiche qu'il soit un saint, j'ai des règles, et vous avez signé. Je le garderai dans ma chambre. » Silencieux, hors de vue, Madame Garnier s'avança. « Vous avez une nuit pour régler ça. Après ça, c'est lui ou votre chambre. » Max s'assit aux pieds de Léa, encore faible, la queue basse. En haut, dans la chambre à peine assez grande pour un matelas, Léa s'assit par terre, la tête dans les mains. Elle n'avait pas d'économie, pas d'autre endroit, pas d'amis en ville. Elle regarda Max. Il la regardait, ses yeux fixes, comme toujours. « Tu as tout donné pour survivre, » murmura-t-elle. « Je ne les laisserai pas te prendre ça maintenant. » Et cette nuit-là, elle sut. Il n'était toujours pas en sécurité. L'air de la nuit était plus froid que d'habitude. Max se blottit à côté de Léa sur le sol, la tête posée sur sa cuisse, sa respiration lente mais régulière. Léa n'avait pas mangé depuis le matin. Son corps lui faisait mal, son âme encore plus. Elle ne cessait de rejouer les mots de Madame Garnier. « Une nuit, c'est tout ce que vous avez. » À 3h12 du matin, on frappa à sa porte, puis encore, plus fort, impatient. Elle ouvrit et trouva Madame Garnier en robe de chambre et pantoufles, la bouche tordue de dédain. « Vous pensiez que j'avais oublié? Le temps est écoulé. S'il vous plaît, » dit Léa, la voix tremblante. « Juste quelques jours de plus. » Madame Garnier jeta un coup d'œil à Max derrière elle. « Sortez-le, maintenant, ou c'est vous qui sortez. » Derrière la vieille femme, la porte du voisin s'entr'ouvrit en grinçant. Monsieur Chevalier sortit, se frottant les yeux endormis. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. « Ça ne vous regarde pas, » lança Madame Garnier. Là, elle connaissait les règles. « J'ai un garage derrière, » dit Monsieur Chevalier en regardant Léa. « Il est chauffé, j'ai de la place. Vous et le chien, vous pouvez y rester, pour l'instant. » Madame Garnier se mit à rire. « Oh, alors maintenant c'est un refuge? Débrouillez-vous. J'en ai assez. » Elle s'éloigna en trombe. Léa resta figée. Ses mains tremblaient. Max se pressa contre sa jambe, sentant l'orage. Monsieur Chevalier s'approcha. « Je suis sérieux, sans condition. C'est juste que je sais ce que c'est de tout perdre. » Léa hocha la tête, incapable de parler. Sa gorge brûlait de gratitude. Elle se retourna pour rassembler ses affaires. Au moment où elle le fit, Max se leva, tout seul, sans vaciller, sans pause. Et puis il marcha vers la porte, passa devant Léa, passa devant Monsieur Chevalier, sortit sur le porche. « Max !» appela-t-elle, inquiète. Alors elle vit ce qu'il voyait. De l'autre côté de la rue, une voiture s'était arrêtée. Un homme en sortit, titubant d'ivresse, criant sur quelqu'un au téléphone. Il donna un coup de pied si fort dans une poubelle qu'elle vola.
Max grogna. C'était le premier son qu'il émettait depuis qu'elle l'avait trouvé. Il s'avança. « Max, non !» murmura Léa en courant après lui. Mais le chien n'attaqua pas. Il se tint simplement sur le chemin de l'homme, la queue haute, la tête haute, son corps entre l'étranger et le bâtiment. Il la protégeait. L'homme cria, mais Max ne bougea pas. Son grognement s'intensifia. Finalement, l'homme marmonna quelque chose et partit. Léa courut vers Max, tomba à genoux, les bras autour de lui. « Tu n'as pas à me protéger », sanglota-t-elle dans sa fourrure. « Mais peut-être que si, peut-être que c'est ce qui l'avait sauvée. Peut-être que maintenant, ça la sauverait aussi. » Le garage n'était pas grand-chose, juste une ampoule, un tapis poussiéreux et un vieux fauteuil que M. Chevalier n'utilisait jamais. Mais pour Léa et Max, c'était suffisant. C'était la sécurité. Ils en firent un foyer en quelques jours. La gamelle de Max était à côté d'une couverture pliée que Léa avait transformée en lit. Il avait pris 2 kilos de plus. Sa fourrure repoussait plus épaisse. Ses yeux restaient brillants. Chaque matin, M. Chevalier leur apportait du café. Il ne parlait pas beaucoup. Il s'asseyait simplement sur les marches et regardait Max rapporter des bâtons comme si c'était la première fois que la joie touchait le monde. Finalement, M. Chevalier se remit à rire. Léa aussi. La nuit, Max se blottissait à côté d'elle sur le matelas. Pas en garde, juste au repos, respirant, entier. La clinique proposa à Léa un emploi à temps partiel, le nettoyage au début, puis l'assistance, puis l'apprentissage. Elle ne dit pas oui tout de suite, mais quand elle le fit, elle sourit pour la première fois depuis des mois. Max la raccompagnait au travail tous les jours, sans laisse, sans aucun doute. Et si quelqu'un demandait pourquoi elle avait tout risqué pour un chien qui ne pouvait même pas aboyer, elle haussait simplement les épaules, parce que la vérité n'avait pas besoin d'être défendue. Parfois, ce qui nous sauve ne parle pas. Simplement, il reste. Peut-être avez-vous vécu quelque chose comme ça, ou peut-être connaissez-vous quelqu'un qui l'a fait, quelqu'un qui a tenté sa chance dans une vie tranquille et a trouvé quelque chose de plus fort que les mots, la loyauté, l'instinct, une raison de rester. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, laissez un commentaire. Dites-moi d'où vous regardez. Parlez-moi de l'animal qui vous a changé, guéri, attendu. Et si vous croyez que des histoires comme celle-ci comptent, si vous croyez que la compassion devrait être contagieuse, cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de savoir que la force silencieuse existe toujours. Et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle de Max. Des histoires qui nous rappellent que tous les héros ne portent pas de cape. Certains marchent simplement à nos côtés et ne nous lâchent jamais.